Eh bien, bienvenue à vous tous dans ce troisième, à vous toutes et à vous tous, dans ce troisième atelier sur le développement commercial, où là, on va être orienté sur comment argumenter en rendez-vous et avec un focus sur la dimension closing. L'argumentation dans un rendez-vous numéro 2, elle se base forcément sur les informations qui ont été recueillies lors du rendez-vous numéro 1, plus communément appelé le rendez-vous de découverte. Avant de passer à ce fameux rendez-vous 2, avant de passer à cette dimension closing, j'aimerais juste faire un rappel, ou plusieurs rappels sur les fondamentaux dans un rendez-vous numéro 1. Parce que globalement, si vous n'avez pas réalisé correctement votre rendez-vous numéro 1, votre rendez-vous numéro 2 ne sera pas de bonne qualité. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un rendez-vous numéro 2 qui soit clair, fort, impactant et qui derrière vous facilite le closing et puis surtout vous permettre de vendre. Le plus important dans un rendez-vous numéro 1, c'est de réaliser une bonne découverte. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne découverte? Bien écoutez, on peut le résumer en une phrase, c'est de recueillir les informations dont on a besoin pour vendre. Et pour pouvoir recueillir les informations dont on a besoin pour vendre, ce qu'il faut faire, c'est principalement poser des questions. Et c'est bien pour ça que lors d'un rendez-vous numéro 1, il faut réaliser sa découverte et qu'il y a quelques astuces pour réaliser correctement une bonne découverte. L'une des premières, c'est d'être centré sur l'autre. Et donc, quand je parle d'être centré sur l'autre, c'est de poser des questions, c'est de reformuler, c'est de s'intéresser réellement à son interlocuteur ou à son interlocutrice et ne pas forcément rentrer dans le détail de son activité, de ce qu'on fait ou de ses solutions. Oui, vous avez des super solutions, oui, vous avez travaillé dessus. Maintenant, votre interlocuteur ou votre interlocutrice, ce qu'il attend de vous, c'est que vous le compreniez. Et donc, pour le comprendre, il faut plutôt être centré sur lui qu'être centré sur vous. Bien évidemment, si vous demande de vous présenter ce que vous faisiez pour avoir un cadre global dans lequel vous allez pouvoir questionner, faites-le. Mais surtout, ne rentrez pas dans le piège d'exposer vos offres et de partir dans un monologue. Parce que le seul problème quand on parle de soi, c'est qu'on ne parle pas de l'autre. Et si vous ne recueillez pas les informations nécessaires à la construction de votre offre, et bien derrière, vous aurez quelque chose qui va sonner creux. Les outils, je vous les ai évoqués, là je vous en ai mis deux principaux en rappel, le questionnement et la reformulation. Le questionnement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'art de poser la bonne question. Et on a trois typologies de questions. Les questions ouvertes, les questions fermées et les questions alternatives. Quand on parle de questions ouvertes, c'est des questions qui appellent des détails, des explications. Là, votre objectif, c'est de rechercher de l'information. Et donc, toutes les questions ouvertes vont vous permettre de rechercher de l'information. Je ne vous refais pas le QQOQCP que vous pourrez revoir, mais dans tous les cas, il faut varier vos questions. Vous avez également la possibilité d'utiliser des questions fermées. Elles appellent une réponse par oui ou par non. Là, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une validation. Est-ce que c'est bien ce qu'il vous faut? Oui, non. Est-ce que cette date vous convient? Oui, non. Et vous allez avoir derrière la question alternative. L'objectif de la question alternative, c'est de diriger le choix de votre interlocuteur et elle appelle une réponse. Est-ce qu'on se rencontre plutôt lundi matin à 9 heures ou bien mardi après-midi? Le seul choix que va avoir votre interlocuteur, c'est que vous vous rencontriez. Et donc, vous lui laissez le choix dans la date. Parce que les bons, ils vont poser des questions ouvertes, parce qu'avant tout, ils vont chercher à comprendre. Et les autres vont poser des questions fermées, parce qu'ils cherchent à vendre. Et vous, votre objectif, pour pouvoir atteindre le second, qui est de vendre, on est tous là pour vendre, eh bien, c'est de poser des bonnes questions pour pouvoir comprendre quel est le besoin, quel est le problème, quelle est la problématique de votre interlocuteur, et de voir si, en effet, vous avez une solution à lui proposer. Je rajoute sur cette dimension découverte le questionnement vertical. Heu, pour faire simple, lorsque vous allez poser une question ouverte à quelqu'un, sa première réponse va plutôt être une généralisation. Il va plutôt être évasif. Et dans l'idée, c'est vraiment de creuser, de le faire parler un peu plus. Et une question extrêmement simple est la suivante: «Pouvez-vous m'en dire plus?» Une deuxième, qui aura exactement le même effet: «Qu'entendez-vous par là?» Vous allez non seulement montrer une marque d'intérêt auprès de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice, également, vous allez pouvoir recueillir plus d'informations. Et la découverte, c'est vraiment son objectif, recueillir un maximum d'informations. La reformulation est un outil qui est vraiment très puissant
en termes de communication, qu'on soit en vente ou dans une relation interpersonnelle. Elle sert à quoi? À faire des pauses, afin que votre interlocuteur il ne soit pas submergé par les informations, ou vous-même de ne pas être submergé par toutes les informations que votre interlocuteur vient de vous donner. À l'inciter à approfondir un point que vous venez d'aborder. Quand vous allez reformuler certains de ses propos, ça peut lui ouvrir d'autres idées, d'autres points de vue et d'autres réflexions. Des choses qu'il n'avait peut-être pas verbalisées. Et votre job, en tant que vendeur, ou en tout cas en tant que vendeur conseil, bah, votre job avant tout, c'est de vraiment le comprendre. Et le fait de reformuler va lui permettre d'avoir d'autres perspectives. Ça lui permet aussi de réagir par contraste et derrière de préciser son message. Comme je vous l'ai dit, très souvent on est sur de la généralisation parce qu'on pense que les gens comprennent facilement ce qu'on leur dit. Maintenant, c'est pas forcément évident. Et puis, ça montre aussi à votre interlocuteur que vous l'écoutez. Et plus quelqu'un va se sentir écouté, plus il va se sentir en confiance, et plus il va être à même de vous confier des choses, de vous confier des informations qui vous seront utiles lors de votre rendez-vous numéro 2. Ça permet aussi de valider que vous avez bien compris, ça l'aide à prendre conscience, et puis ça évite l'effet de perception. On est là, on est dans sa prise de notes, on pense avoir compris, eh bien non. Il faut pas penser dans la vente. Il faut être certain. De la même manière, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il y a un exercice très intéressant qu'on soit avec ses enfants, soit dans une posture managériale, c'est de demander à notre interlocuteur de reformuler nos propres propos. Eh bien ça nous permet de vérifier que ce qu'on lui a dit a bien été compris. Et bien de la même manière avec votre interlocuteur, c'est pas à lui de vous demander de reformuler, c'est à vous naturellement de proposer une reformulation pour qu'il puisse être sûr que vous ayez bien compris et que vous ne tombiez pas dans un biais de perception. Comment est-ce qu'on reformule correctement? Eh bien écoutez, je vous ai mis quelques exemples. Vous me dites que c'est bien ça, si je comprends bien, si j'ai bien compris, d'après ce que vous me dites, les points les plus importants sont, ou je vais me permettre de faire une synthèse, je vais me permettre de synthétiser ce qu'on vient de se dire afin d'être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que ça vous convient? N'hésitez pas à demander l'autorisation de votre interlocuteur à chaque fois que vous prenez une initiative. Un outil bonus. Cet outil bonus, pour moi, c'est le plus puissant. C'est le silence. Son premier avantage, et loin devant tous les autres, c'est d'éviter de dire des bêtises. Le deuxième avantage, eh bien, c'est de pouvoir un peu prendre son temps, prendre de la hauteur, laisser le temps à votre interlocuteur de réfléchir, et puis vous-même peut-être réfléchir, et peut-être même vous replonger dans les notes que vous êtes en train de prendre, et derrière de proposer une reformulation. Ces temps de silence, ce sont des temps qui font du bien, ce sont des temps qui permettent de réfléchir, et c'est des temps qui permettent de se poser. Après, il ne faut pas qu'ils durent 5 minutes, c'est évident. Mais un silence de 5 secondes ne tuera jamais une vente. Il ne lui fera que du bien. Maintenant, on va passer donc à cette dimension du rendez-vous numéro 2 où on va présenter notre offre. Je vous propose une méthode que j'affectionne particulièrement, qui est la méthode CARA. Le C de CARA, c'est pour contexte. Le A de CARA, c'est pour analyse. Le R de CARA, c'est pour réponse. Et le dernier A, c'est pour avantage. J'aurais pu l'appeler bénéfice, vous comprendrez derrière pourquoi, mais c'était moins sympa en matière de moyens mémotechniques de mémorisation. Ce qui va intéresser votre prospect, c'est pas votre société, hein, mais c'est ce que votre société peut faire pour eux. Et toute l'idée de la construction de cet outil du CARA, c'est de parler principalement de votre client, de sa problématique, de son besoin, pour derrière que ça découle naturellement sur votre réponse. Le contexte. En fait, la partie contexte, dedans, ce qui va nous intéresser, ce sont des faits. Ce sont les informations que vous avez recueillies auprès de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs lors du rendez-vous numéro 1. Vraiment, il faut être factuel. On ne parle pas d'opinion, on parle que de faits. Ça peut être sympa de donner du chiffre. J'irais même dire il faut donner du chiffre. Les chiffres sont importants. Et puis l'idée, c'est vous pouvez aussi illustrer avec une image ou avec un graphique. Ce qui peut être aussi extrêmement puissant dans la partie contexte, c'est de donner des verbatims, c'est-à-dire vraiment de reprendre les mots de votre client que vous avez pu entendre et de les avoir pris en note. Si votre rendez-vous numéro 1 a en plus été en visio, vous avez plein d'outils pour pouvoir les enregistrer, type Nuta ou l'enregistrement simple de Teams, qui vous permettra derrière de revoir et de construire votre réponse. Parce que lorsqu'un de vos interlocuteurs
va entendre une phrase, un mot qu'il a utilisé, eh bien ça va tout de suite créer de la relation et il va vraiment sentir que vous avez compris sa problématique. Citez des exemples, citez des anecdotes, montrez que vous l'avez écouté. Ces verbatim, mettez-les entre guillemets. Et montrez avant tout que vous êtes un expert du secteur d'activité. Sans trop en faire, les gens qui vont utiliser essentiellement un jargon technique risquent de perdre leur interlocuteur. Il faut rester simple, mais donner quelques mots techniques peuvent permettre également d'appuyer un discours. Cette première phase de contexte, elle est fondamentale. Globalement, c'est là où vous plantez le décor, c'est là où vous résumez, vous synthétisez votre rendez-vous numéro 1. Pour les plus chevronnés, vous pourriez également avoir envoyé en amont un mail de synthèse de votre rendez-vous numéro 1 et je vous conseille de reprendre la même architecture, mais pas de donner la réponse. Juste d'être sur le contexte et sur l'analyse, parce que justement, cette dimension réponse pourra faire l'objet d'un rendez-vous numéro 2. N'en donnez pas trop. Sinon, votre rendez-vous numéro 2, qui est le rendez-vous où on vend, risque de vous passer sous le nez. Vous allez prouver votre légitimité, mettre votre interlocuteur en confiance, et puis vous pouvez terminer par identifier la problématique avant de passer à l'analyse. Cette identification de problématique permettra de faire le lien entre un contexte global et derrière l'analyse de ce contexte global. L'exemple que je vous ai mis, moi, c'est des problématiques que je vais rencontrer. Comment booster la dynamique commerciale et emmener l'équipe vers une meilleure performance. Après, bien évidemment, contexte problématique, toujours adapté en fonction de votre interlocuteur, de son contexte et de sa problématique. L'analyse, elle détermine et elle met en avant un ou plusieurs points de douleur. Ce sont des éléments que vous allez avoir identifiés. Par exemple, dans mon secteur d'activité, ça peut être sur la dimension recrutement, ça peut être qu'on n'arrive pas à recruter des commerciaux qui s'en vont avant la fin de la période d'essai. Sur la partie formation, les points de douleur qu'on peut identifier, c'est que nos commerciaux ont un taux de transformation qui est plutôt faible, ce qui peut laisser sous-entendre que la découverte n'est peut-être pas suffisamment bien faite, et ainsi de suite. Ces points de douleur, ils vont vous permettre de faire le lien entre la problématique et la réponse que vous allez apporter. Globalement, l'analyse, on peut l'imaginer comme une prévente. C'est un peu comme si vous aviez découpé votre solution en différentes thématiques. Et ce qui va être hyper intéressant là-dessus, que ce soit en contexte ou en analyse, c'est de ne pas être que sur du descendant, de ne pas être juste sur un pitch, mais d'aller au fur et à mesure chercher les accords. C'est-à-dire de continuer à poser des questions même si on est en présentation. Du style, vous validez? Est-ce que j'avais bien compris ces éléments? Quel est votre point de vue? Sans se laisser non plus embarquer, mais ça va permettre d'aller chercher des accords et de commencer à accumuler les oui. Tous ces petits oui qui derrière nous donneront un grand oui, qui est la signature. Des exemples d'analyse, pareil, hein, je les ai mis sur mon secteur d'activité. Pour performer dans la durée, il faut s'appuyer sur l'existant et apporter un cadre de travail commun. Sous-entendu, il y a un manque de cadre. Une négociation réussie dépend bien souvent de la qualité de la découverte. Sous-entendu, la partie découverte demanderait à être améliorée. Vous voyez bien la mécanique. On est vraiment dans la prévente de notre solution. Autre exemple, le respect d'une approche commerciale commune passe par l'animation managériale. Sous-entendu, les managers ne vont pas assez sur le terrain. Partager son expérience, avoir de la méthode, utiliser des outils communs sont autant d'atouts pour contribuer à la réussite commerciale de votre entreprise. Sous-entendu, chacun fait un peu comme il veut, ça manque de process. Et donc là, subtilement, on est en train d'amener notre prospect vers notre solution. Bien évidemment, cette analyse, elle est issue du contexte, elle est issue de ce que nous, en tant qu'experts, nous avons pu voir, entendre et comprendre des différents échanges que nous avons eus. On prend son temps sur cette partie-là, parce qu'une solution trop vite proposée est souvent très vite rejetée. Et surtout, cette dimension contexte et analyse va vous permettre déjà de prévalider votre réponse. Si jamais, ça peut arriver, vous êtes en train de vous rendre compte que la réponse que vous allez proposer n'est pas la bonne, peut-être parce qu'à votre rendez-vous, vos premiers rendez-vous, vous aviez un seul interlocuteur et que là, un deuxième participant vient se greffer et qu'il y a un renversement de paradigme, un renversement de problématique. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, arrêtez-vous, repartez dans le questionnement, reposez des questions pour redéfinir un contexte et une analyse, mais n'allez surtout pas sur la présentation de la réponse. La réponse, c'est présenter votre produit comme la solution au problème identifié. Votre réponse, elle est bien évidemment en lien avec votre analyse. Et là, vous allez apporter une réponse sincère et structurée qui va permettre à votre client de se projeter.
Ça va être ça le plus important, qu'il puisse se projeter dans la résolution de sa problématique. Et votre réponse, normalement, comme elle découle de l'analyse, qui elle-même découle de la problématique et du contexte, normalement, c'est la réponse évidente pour vos interlocuteurs. Et on peut passer ensuite à la partie avantage, où là, vous synthétisez votre offre avec quelques mots-clés. C'est le moment de mettre en évidence les bénéfices. Vous allez voir, je vais vous parler derrière d'une technique qui s'appelle le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Et derrière, vous allez pouvoir valoriser votre bénéfice avec des preuves. Témoignages clients, résultats, études, propositions de mise en relation, peu importe. Donc si je reprends, vous le voyez même dans la longueur des éléments que je viens de vous indiquer, on passe beaucoup plus de temps sur le contexte, sur l'analyse, que sur la réponse et sur ses avantages. Bien évidemment, lorsque vous allez être en situation, en réel, et que vous allez dérouler votre réponse, ça va susciter des questions ou des objections, et ce sera donc les moments de les traiter. On reverra derrière, à chaque fois que vous allez avoir une question, une reformulation ou une objection, la question, on l'écoute, on y apporte une réponse, on reformule la question, on peut reformuler même derrière notre réponse, et on valide par une question fermée, est-ce que ça répond à votre question? Et comme ça, on sait que c'était vraiment juste une question. Si c'est une objection, et bien là, de la même manière, on écoute, on questionne, on reformule, et derrière, on va valider avec une question fermée si notre réponse a répondu à leur objection et si ça leur convient et si derrière ça leur permet d'avancer. OK? Les outils en vente sont toujours les mêmes. Questionnement, reformulation. L'important au final n'est pas ce que cela coûte au client, mais ce que cela lui rapporte. Et ça, c'est hyper important sur la présentation de votre prix. Parce qu'à un moment, vous allez présenter votre prix. Et ce prix doit découler juste après que vous ayez montré votre dimension réponse et votre partie bénéfice. Et vous pouvez également à ce moment-là mettre en avant des retours sur investissement. À vous de voir ou réétayer avec une preuve. Ça peut également être intéressant à ce moment-là de la vente. Je vous parlais des avantages qu'on pourrait appeler des bénéfices. Et donc là, d'une méthode assez simple, donc la méthode CAB, CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, que vous pouvez entendre appeler aujourd'hui CABP pour caractéristiques, avantages, bénéfices, et le fameux P de preuve. Cette preuve vient toujours renforcer le bénéfice apporté. Le caractéristique, c'est très simple, hein. C'est un descriptif factuel de votre service ou de votre produit. C'est la liste des fonctionnalités. L'avantage, eh bien, c'est transformer un caractéristique ou une caractéristique en un avantage positif pour votre prospect. Et c'est bien évidemment la différence avec le service du concurrent ou du produit. Le bénéfice, eh bien, c'est adapter l'avantage au contexte spécifique du client. Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui? Là, l'idée, c'est de pouvoir toucher le prospect, le concerner, l'émouvoir. On verra derrière, je vais revenir sur un classique qui vous permet également d'identifier les bénéfices de vos prospects ou de vos clients. Pour le mettre en lumière, le CAB, j'aime bien cet exemple, celui du kiwi. L'un des caractéristiques ou l'une des caractéristiques d'un kiwi, c'est qu'il est frais, juteux et appétissant. Son avantage, c'est qu'il est riche en fibres et en vitamine C. Et son bénéfice, c'est qu'il rend votre famille heureuse et en bonne santé. Que vous soyez vendeur de produits ou vendeur de services, peu importe, moi ce que je vous encourage à faire, c'est pour chacune de vos offres, quand vous avez structuré vos offres, eh bien, c'est de vous poser les questions à chaque fois de quelles sont les caractéristiques de mon offre. Et donc, si je reviens un peu en arrière, c'est de lister tranquillement les descriptifs factuels de votre service ou de votre produit. Une fois que vous avez fait ça, pour chacune de vos caractéristiques, je vous invite à les transformer en un avantage positif. Et derrière, pour chacun de ces avantages positifs, de l'adapter et en le transformant en un bénéfice que vous pourrez derrière venir appuyer avec une preuve. Votre client n'a pas forcément besoin de connaître ni les caractéristiques ni les avantages. Par contre, ce qui est important, c'est que vous lui communiquiez les bénéfices. Pour quelqu'un qui serait très orienté caractéristique, en tout cas l'un de vos interlocuteurs, vous pourrez les détailler. C'est des gens qui vont être intéressés par la technique ou par le comment. Maintenant, à un moment, il faudra toujours les ramener sur voilà ce que ça vous apporte, voilà ce que vous achetez. Et globalement, c'est un peu comme quand on achète une voiture. Son caractéristique, qu'elle monte de 0 à 100, on s'en cogne un peu, ou son caractéristique qui a un ABS. Bah oui, l'ABS, quel est son avantage? C'est que ça freine rapidement. Quel est son bénéfice? C'est que vous êtes en sécurité. Et un acheteur,
ce qu'il va chercher, c'est avant tout son bénéfice. Donc ne venez pas l'enquiquiner avec les caractéristiques ou les avantages. Ne faites pas votre vendeur de bagnole. Allez sur le bénéfice. Et surtout, globalement, comme vous aurez eu un rendez-vous numéro 1 qui vous aura permis de construire son contexte, d'identifier sa problématique, d'apporter une réponse sur mesure, globalement, vous n'irez jamais sur ni les caractéristiques ni sur les avantages. Vous resterez centré sur les bénéfices. Quelques trucs et astuces pour compléter, je vous l'ai dit, c'est de compléter par une preuve. Exemple, grâce à la société IoT m'a boosté sa satisfaction client de 25% grâce à l'utilisation de notre service. Cela pourrait également fonctionner pour vous. Et surtout, proposer systématiquement des mises en relation. Annoncer un bénéfice, il faut bien sûr avoir identifié l'ensemble des bénéfices de votre solution, de votre produit. Mais derrière, il faut aussi l'adapter. Donc, on en revient à la dimension du CAB, trouver tous les bénéfices de votre solution ou de votre produit et adaptez-les en fonction de votre interlocuteur. Pas besoin de sortir les 15 ou 20 bénéfices que vous allez identifier. Et donc, comment on fait pour le trouver, le bénéfice attendu par le client? Écoutez, c'est très simple, on retourne à l'école, hein. On va être assez scolaire, on va utiliser une méthode qui a fait ses preuves. Quels sont CAS? Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, éthique. Et éthique prend de plus en plus de place aujourd'hui, en tout cas sur le marché des entreprises, comme des bénéfices attendus par nos clients. Sécurité, globalement, la motivation du client, c'est qu'il a peur du risque, peur de faire une erreur. Les questions à poser, elles sont simples hein, pour pouvoir les trouver. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous lorsque vous choisissez un nouveau partenaire? La fiabilité, les garanties proposées ou autre chose. Votre questionnement ouvert va être d'aller chercher l'importance sur le choix. Et derrière, les bénéfices que vous pourrez avoir sont les dimensions de solidité, de durabilité, de garantie, de preuve sociale. Là, j'ai écrit test gratuit, je me suis trompé. J'aurais dû écrire test offert. Quelque chose qui est gratuit et dévalorisé, quelque chose qui est offert et d'une certaine qualité. La sécurité peut être un bénéfice. C'est pas comme ça que derrière vous le transposerez en bénéfice, mais dans tous les cas, derrière le bénéfice, il y aura cette dimension de sécurité. L'orgueil, là, la motivation du client, elle est d'augmenter son statut social. Question simple, hein, quel impact ce projet aura-t-il sur votre position ou sur votre rôle au sein de la structure? Derrière, on pourra mettre en avant cette typologie de bénéfice et suggérer l'amélioration de son statut social, sans le dire de manière explicite, mais globalement, on saura lui faire comprendre. La nouveauté. Les early adopters, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est d'obtenir un nouveau bénéfice et d'augmenter leur statut social. Et là, de la même manière, question ouverte, est-ce que vous êtes plutôt du genre à traiter de nouvelles approches ou est-ce que vous préférez rester sur des choses qui ont déjà fait leurs preuves? Là, globalement, on l'emmène tout de suite sur cette dimension-là. La réponse à sa question sera très claire sur cette typologie de questions. Et là, dans l'idée, la dimension d'exclusivité, d'innovation, de jamais vu, peut-être même cette possibilité d'offrir à votre client quelque chose qui n'est pas offert par la concurrence et de l'aider à monter en compétences ou d'offrir lui-même un bénéfice à ses clients peut être extrêmement important. Le confort, là, c'est des personnes qui veulent gagner du temps, qui veulent gagner du bien-être. Les vendeurs de solutions type CRM, chatbot vont très certainement aller chercher le confort en termes de bénéfices. Et là, c'est dans l'idéal. À quoi ressemblerait une solution qui vous simplifie vraiment la vie au quotidien? Et là, vous allez récupérer pas mal de choses. La force aussi de cette question, c'est qu'elle peut permettre à votre interlocuteur de se projeter dans le futur. Et plus vous allez aider votre interlocuteur à se projeter dans le futur, plus il va se projeter dans la vente, plus il va se projeter dans l'utilisation de votre service ou de votre produit. L'argent, le nerf de la guerre, mais ça peut être un bénéfice. Économiser de l'argent. Comment mesurez-vous le retour sur investissement dans un projet comme celui-ci? Ce- Cette dimension de retour sur investissement comme bénéfice, en fonction de ce qu'on vend, bah, elle doit être présente dans 90% des cas. Euh, Si nos clients nous achètent quelque chose, c'est bien souvent pour ça. C'est pour le mesurer derrière, mesurer ce fameux retour sur investissement. Donc en fonction de ce que vous commercialisez, essayez énormément de mettre en avant ce gain d'argent. Si c'est pas possible, mettez en avant le gain de temps, mettez en avant le confort, mais le retour sur investissement est vraiment très demandé par les entreprises. La sympathie,
C'est vraiment cette dimension de confiance et beaucoup de nos clients vont nous acheter parce qu'on a su créer de la confiance. Cette confiance, elle se crée comment? En posant des questions, en reformulant, parce que la confiance, elle se crée avec la relation et pour pouvoir créer une relation, il faut s'intéresser à l'autre et trouver des sujets communs. Et là, c'est de lui demander qu'est-ce qui compte pour vous dans la relation avec un partenaire. Vous avez des personnes qui, par contre, vont juste vouloir vous acheter un produit ou un service et pour qui la relation ne sera pas importante. Écoutez, peu importe, à vous de vous en accommoder ou non, mais si c'est important pour eux, mettez bien en avant ce bénéfice de proximité. L'éthique, politique égalité des chances, ESE, économie sociale et solidaire, RSE. Question simple, hein. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà du produit ou du service, vous vous sentez aligné avec un partenaire? Vous allez avoir des choses comme ça qui vont transparaître. L'idée là, c'est d'humaniser votre discours et de mettre en avant les valeurs. Beaucoup d'entreprises parlent de valeurs. Là, je ne vous parle pas des valeurs de l'entreprise, mais plutôt des valeurs de vos interlocuteurs en face. C'est là-dessus qu'il faudra aller jouer. Et bien évidemment, un rendez-vous, ça se prépare. Vous serez tous allés regarder le site internet et vous aurez pu relever pas mal de choses qui pourront vous servir également. Et donc, tous ces éléments, toutes ces questions qu'on a eues en découverte, grâce au son casse, eh bien, en fonction de nos interlocuteurs et de ce que va la finalité recherchée par notre client, on pourra les mettre dans notre partie avantage, dans notre CARA. La clé pour argumenter avec efficacité, c'est de parler plutôt de votre client que de ce que vous avez à vendre. Et c'est pour ça que le CARA il va être hyper intéressant, c'est que 80% du temps, vous allez parler du client et de son problème, et 20% du temps, vous allez parler de la solution. Et même quand vous allez parler de la solution, il faudra toujours ramener à cette solution pour lui. Restons customer centric, restons centrés client. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on s'est tous bien mis d'accord, qu'on a utilisé quelques questions fermées, il va falloir conclure. Parce qu'une vente, il faut la conclure à un moment donné. Que ce soit positif ou négatif, il faut fermer une affaire. Comment on fait? C'est simple, en recherchant le meilleur résultat immédiat. On reste centré sur l'essentiel. Terminer les questions ouvertes, exclusivement des questions fermées ou alternatives. On présuppose l'accord et on parle des modalités. Date de présentation, date de démarrage, rétro-planning d'intervention, date de livraison du produit, ce que vous voulez. On est vraiment sur comment est-ce qu'on va mettre en place ce produit, pardonnez-moi, ou ce service. Il peut y avoir des objections. Normalement, elles ont été traitées au moment de la réponse. Et là, de la même manière, on accueille l'objection, on questionne, on reformule, on solutionne. Au bout de 3 objections, on coupe l'entretien, on coupe le rendez-vous. La personne cherche à fuir. Elle ne veut pas acheter ou elle se trouve des excuses. Ou elle a juste besoin de temps pour la réflexion. Ça peut arriver. Beaucoup de personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas décider maintenant. Eh bien, c'est pas grave. On va closer quand même. Comment? Eh bien, soit en fixant une date de démarrage, soit en fixant un dernier rendez-vous qui sera un rendez-vous de décision où la personne pourra nous rendre sa décision. Et là, on est en fin de rendez-vous, on le fixe maintenant, ensemble. Comme ça, on aura notre réponse. Quelques exemples d'objections. J'ai besoin d'y réfléchir. Question simple. Qu'est-ce qu'il vous manque pour vous décider? Je peux vous accompagner dans votre réflexion. On voit ce que la personne dit. J'ai besoin d'en parler. À qui souhaitez-vous en parler? Nous pouvons prévoir un rendez-vous de présentation auprès de cette personne et nous le préparerons ensemble. De la même manière, si je reviens un peu en arrière, dans l'idéal, si vous êtes sur une vente multi-interlocuteur et que vous avez réussi à identifier le sponsor, il peut être très très intéressant de préparer votre rendez-vous numéro 2 avec l'une des personnes du rendez-vous numéro 1, où vous allez lui faire la présentation avant pour voir que ça colle bien aux attentes. Ça fonctionne extrêmement bien. J'ai peur de ne pas avoir le budget pour ce projet. Et si je vous montre un ROI bien supérieur à votre investissement, qu'est-ce que cela changerait pour vous? On revient très souvent à cette notion de retour sur investissement. La négo. Je vous ai mis quelques éléments sur la négociation. Je vous ai mis des éléments de base. On n'est pas là sur une formation de négociateur d'élite, mais il y a un moment où il va falloir négocier.
Et en même temps, si vous avez bien fait votre boulot, c'est-à-dire que vous avez fait un bon rendez-vous 1 de découverte, que vous avez fait une bonne présentation du contexte, que vous avez la bonne problématique, que vous avez la bonne analyse, que vous avez la bonne réponse au bon prix et que vous convenez d'une date de démarrage, globalement, les choses devraient se faire naturellement. Parce que le closing, c'est ni plus ni moins que la conséquence naturelle d'une bonne découverte. Après, vous aurez des clients qui voudront toujours négocier le bout de gras. Une négo, ça se prépare en amont. Vous avez affiché tel prix, vous devez déjà savoir quelle est votre limite en termes de descente de prix. Et puis vous pouvez aussi ne pas descendre votre prix et ajuster votre offre par rapport au budget de votre client. Ce sont 2 typologies de négociation. Et la première cause d'une mauvaise négociation, c'est d'avoir peur de ne pas vendre. Parce qu'on a tous envie de vendre, on a tous parfois même besoin de vendre, parce qu'on a besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires. Mais ça, c'est pas la bonne posture. Si vous avez bien fait votre boulot, globalement, cette peur de la vente, vous l'aurez pas. Et même si vous l'avez, restez concentré sur la qualité de ce que vous vendez et sur l'opportunité, le retour sur investissement et tout ce que vous allez apporter à votre prospect. Une offre, ça se défend. Soyez fiers de l'offre que vous avez, défendez votre offre. Quelques trucs et astuces. L'acheteur, il n'est pas tout puissant. L'acheteur ou l'interlocuteur, celui qui achète, il peut se tromper, il peut se voir reprocher ses décisions. Face à une demande de prix, la première chose à faire, la première réponse, c'est non. Et ça doit être poli et justifié. Toujours revenir dans l'explication de votre offre. Écoutez, je reprends les éléments. Voici le contexte que vous m'avez indiqué. Voici votre problématique. Nous sommes d'accord que tel et tel élément de mon offre répondent à votre problématique, à votre objectif. Et on défend, et on défend, et on défend. Et on réexplique s'il le faut. Là, on peut passer un peu plus de temps sur son offre que sur la problématique. Parce qu'il faut qu'on rabâche, qu'on répète les bénéfices et tout ce qu'on apporte. Là, on peut avoir pas mal de répétitions et c'est pas grave de revenir sur son offre et d'y passer du temps. Vous pouvez aussi avoir des interlocuteurs, des prospects qui ont besoin de plus d'explications. Ils ont juste besoin d'être rassurés en fait. Vous êtes trop cher. La seule réponse, c'est à quel point de vue ou par rapport à quoi. Il faut défendre son prix et le défendre, c'est montrer la valeur de notre produit ou de notre service, les avantages et les bénéfices qu'on procure, surtout les bénéfices, et démontrer qu'ils sont supérieurs au prix d'acquisition. Restez centré bénéfice. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et puis, vous pouvez avoir aussi une question à ce moment-là. Écoutez, très bien. Et qu'est-ce qui se passe pour vous si on ne le fait pas? Et là, tout d'un coup, peut-être essayer de mettre en avant le risque qu'a votre interlocuteur à ne pas faire ça. Et puis, ces risques-là, ils ont un coût. Et peut-être l'aider à chiffrer ce coût-là. Et si vous mettez ce coût-là face à votre prix, normalement, de manière magique, il devrait apparaître un retour sur investissement. 3 règles d'or en négociation. La première, la manière, elle est aussi importante que le prix. Donc, ne rien lâcher. On commence par dire non, de manière polie, de manière ferme, et on écoute, et on questionne, et on représente son offre, et on la défend. Et comme on s'est préparé en amont, on sait jusqu'où est-ce qu'on peut descendre. Eh bien, dans ce cas-là, on peut proposer au client, écoutez, par rapport à ce que vous me dites, voici ma proposition. J'aime bien, moi, utiliser dans ces moments-là le pourcentage. Utiliser un pourcentage de remise. On prend un cas tout bête. Vous vendez une presta à 1000 balles. Au lieu de commencer à dire que vous allez le faire à 900 euros, lorsque vous baissez de 100 euros votre prix, en fait, vous baissez de 10% votre prix. C'est quand même gigantesque de baisser son prix d'un coup de 10%. Et donc, c'est pour ça que démarrer sur une baisse d'auteur de 4-5% en fonction du montant global peut être hyper intéressant. Et puis surtout, si vous commencez à descendre de 100 euros, bah, globalement, derrière, on va vous en demander 300. Entre guillemets, le ticket d'entrée, le premier chiffre que vous allez annoncer, ça va être la base de votre négo. Donc, il y a et le prix et derrière le pourcentage que vous allez pouvoir annoncer. Donc, globalement, si vous démarrez une négo à 3%, on sait que ça ira jamais plus loin que 10. Si vous, enfin, plus loin que 9 même. Si vous commencez à 10, on va commencer à vous en demander 20. C'est vous qui fixez les règles en négo, en fait.
Et donc la première règle pour moi, un, on défend son prix. Deux, quand on commence à faire une concession, on demande une contrepartie. La contrepartie, ça peut être une recommandation, ça peut être une contrepartie sur le paiement, avec un acompte ou un paiement à 100 avant de démarrer, peu importe. Quand vous allez faire vous une remise, une ristourne, peu importe, demandez une contrepartie. Et donc déjà la première règle, la manière. Soyez smart. La deuxième, ne donnez rien pour rien. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Jamais sans aucune contrepartie. Demandez une contrepartie. C'est fondamental. On donne pas les choses. On échange. On est dans une collaboration. C'est hyper important. Et la règle numéro 3, accordez-vous des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que si vous vous êtes dit qu'au final, oui, de 1000, vous allez passer à 900 et que vous utilisez les pourcentages et qu'au final, vous voulez arriver à 10%, eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez lâcher une première fois à 3, une deuxième fois à 6 et puis la dernière à 10. Peu importe, mais accordez-vous des étapes et qu'il y ait des temps de réflexion. Parfois, vous savez, bah, vaut mieux pas contractualiser avec un client. Je sais que c'est difficile à entendre, mais parfois, il faut savoir louper une vente et il faut savoir dire non. Et puis très souvent, si c'est la bonne solution que vous avez proposée, votre client, il vous rappellera. Et soyez convaincu d'une seule chose, c'est que votre prix, en fait, il n'a pas de prix. C'est vraiment la chose la plus importante à retenir en négociation. Soyez convaincu. Si vous êtes convaincu de ce que vous vendez, et souvent c'est vous que vous allez vendre, ou un produit pour lequel vous vous battez, eh bien soyez convaincu de son prix. Sinon, ça sert à rien d'aller au combat. Et à partir de ce moment-là, vous allez renforcer votre posture parce que c'est en étant soi-même convaincu que l'on convainc plus facilement les autres. Donc si vous êtes convaincu que votre prix n'a pas de prix, eh ben globalement, votre prix n'aura pas de prix et votre client achètera. Écoutez, merci pour votre écoute.